Trust, c'est un sujet qui est très populaire, qui devient de plus en plus courant dans les différentes communications, et on va essayer de démystifier un petit peu le sujet et de vous le présenter. Ouais, une petite intro. Voilà, vas-y. Voilà. Donc, je m'appelle Émilie Bonnefoy, je suis la cofondatrice d'une start-up qui s'appelle Open Sesame, qui développe une plateforme d'authentification sans mot de passe. Et je suis également directrice de l'innovation chez Quorum Securnum. Voilà. Xavier Domecq, fondateur du cabinet de conseil Idéologisme. Donc, on commence très fort. Le Zero Trust. Le Zero Trust, ce n'est pas forcément une technologie, mais plutôt une philosophie. On est vraiment dans une approche où le maître mot, c'est ne pas faire confiance et systématiquement vérifier. Donc là, on parle d'identité, d'authentification. Donc on va parler d'identité le long du cursus d'un client, d'un utilisateur, d'un système d'information. Donc ce qu'il faut retenir, c'est une philosophie portée par de nombreuses technologies. On va faire un rapide retour chronologique. L'identité, c'est un sujet qui parle depuis longtemps. C'est un sujet qui était lié aux annuaires, à la norme X500. Donc à l'origine, une identité, c'était une classe d'objets X500 avec énormément d'attributs. Des attributs pour définir l'identité de la personne. Donc on était un peu sur une notion d'identité à deux dimensions. Pardon. Donc cette approche-là, la X500, on avait des applications qui venaient s'appuyer sur un annuaire, qui venaient faire de l'authentification dédiée à un annuaire. Ensuite, les évolutions technologiques ont permis de faire une autre approche. Les années 2000, c'est l'ouverture. C'est les applications qui embarquent leurs propres utilisateurs, et les technologies, les protocoles ont évolué en ce sens. Permettre d'enrichir une information au niveau des applications. Et donc, multiplier les authentifications au sein d'un système d'information. Idéologist, qui a été créé en 2006, a accompagné un petit peu ce mouvement. On a vu l'ensemble des évolutions. Donc c'est vraiment un phénomène qui a permis de suivre l'identité. Les années 2010, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture sur le monde du cloud. Et le cloud, c'est essentiellement de l'authentification distante avec différents utilisateurs qui viennent de sociétés différentes, qui viennent d'horizons différents. Donc c'est toujours faire la preuve de qui on est, comment on réalise cette authentification. Et là, on a eu tout un tas de protocoles, des jetons qui vont embarquer et véhiculer l'information de l'identité. Et les années 2020 apportent des nouvelles approches, des nouvelles technologies, parce qu'on a multiplié les moyens de s'authentifier, et après, il faut gérer l'ensemble des mots de passe. Et on sait tous ce que c'est que gérer des mots de passe, une multitude de mots de passe. Donc là, l'important dans la technologie, c'est de passer de cette utilisation du mot de passe à quelque chose qui soit plus fluide, mais qui soit plus sécurisé. Parce que le mot de passe, on sait à quel point il est sensible. Et donc là, l'important, c'est d'apporter quelque chose que l'on connaît ou que l'on est, et pas uniquement le savoir d'un mot de passe. La sécurité telle qu'on l'entendait il n'y a pas si longtemps et qui se pratique encore, c'est la sécurité dite périmétrique. On fait la preuve de qui on est, on rentre dans un système et après, on est accompagné tout le long du système d'information par son authentification, essentiellement du login mot de passe, éventuellement de l'authentification forte lorsqu'on vient de l'extérieur pour entrer dans un système. Mais une fois qu'on s'est authentifié, après, on peut circuler assez librement. Sauf que les systèmes d'information, maintenant, ils sont hybrides. Interne, externe, cloud, multiples clouds. Donc là, en fait, l'identité, elle a besoin d'être plus importante, de pouvoir circuler et de faire la preuve tout au long de son parcours, en interne, en externe. Et là, effectivement, la gestion des mots de passe, ça devient beaucoup plus compliqué. Et donc, ça nous emmène sur une nouvelle approche qui est de s'authentifier régulièrement en continu. Et ça, c'est en fonction des applications auxquelles on souhaite accéder. Et la sensibilité des applications, c'est fondamental. Donc, en fonction du risque associé à l'application, de sa sensibilité, on va demander des niveaux d'authentification qui vont être différents, plus ou moins forts. Et c'est là où les nouvelles technologies vont entrer en jeu. C'est-à-dire que le login mot de passe, finalement, n'apporte pas cette sensibilité, cette granularité. L'authentification apporte un premier niveau de réponse, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est là où des technologies telles que Open Sesame vont apporter une approche beaucoup plus fluide.
Voilà, donc chez Open Sesame, nous avons développé une plateforme qui va permettre à des utilisateurs, par exemple de services en ligne, de pouvoir à la fois s'authentifier en toute sécurité et également vivre une meilleure expérience utilisateur. L'exemple type, c'est je vais prendre rendez-vous sur une plateforme médicale et donc notre plateforme va permettre soit de s'authentifier avec une empreinte biométrique, donc ça peut être empreinte digitale, reconnaissance faciale, ça peut être également de l'empreinte vocale. Donc, on a la chance de travailler avec un laboratoire de l'INRIA qui s'appelle Privatix et donc avec qui on travaille justement sur des facteurs d'authentification innovants qui, comme l'expliquait à l'instant Xavier, vont permettre véritablement d'adapter l'authentification à la fois au niveau de risque, mais également au profil de l'utilisateur. Tout ça, c'est géré dans une plateforme SaaS et qui va permettre justement à l'utilisateur, en quelques clics finalement, et donc en réduisant véritablement les frictions, de s'authentifier en toute sécurité. Alors les bénéfices pour nos clients, évidemment, on vient juste de l'évoquer, c'est la sécurité en premier lieu. On supprime les mots de passe. Je pense que vous connaissez ces chiffres par cœur. Les mots de passe, ça représente, enfin, la compromission des mots de passe, c'est à peu près, sont à l'origine de 80% des attaques. Donc c'est un véritable problème. Donc supprimer ces mots de passe et les remplacer par de la biométrie ou ce qu'on appelle du lien magique, qui est un code temporaire que vous allez recevoir dans votre boîte email, évidemment en fonction du niveau de sécurité qui est nécessaire. C'est pas la même chose de s'authentifier sur le site de la FNAC pour acheter un livre à 10 € que de s'authentifier sur son appli bancaire pour saisir un virement. Donc ça aussi, voilà, il faut en tenir compte. L'enjeu de conformité, il y a un vrai sujet autour de la maîtrise que les utilisateurs vont pouvoir avoir sur leurs données personnelles. Donc là, évidemment, on parle de conformité au RGPD. Donc ça, on pourra vous montrer, on est sur le stand D12, on pourra vous faire une démo justement de la conformité que ça permet d'apporter à nos clients. On parle aussi beaucoup de la directive NIS 2. Qui va entrer en vigueur là et puis qui étend véritablement le champ des obligations, enfin le nombre de structures concernées par des obligations de résilience face aux risques cyber. Les fonctions support, donc ça c'est un point important. Nous on échangeait avec un groupe d'assurance qui estime que le coût lié à l'usage des mots de passe, des resets notamment, c'est à peu près 400 000 € par an, donc c'est absolument énorme. Et donc, c'est aussi en termes de bénéfices un gage d'économie. L'anticipation, c'est un point aussi important. Comment est-ce que je peux déployer une solution d'authentification forte que je ne vais pas changer au bout de 3 ans parce qu'elle sera devenue obsolète. Et quand on parle d'anticipation, on parle notamment des grandes ruptures technologiques auxquelles on fait déjà face, comme l'intelligence artificielle qui permet de réaliser des attaques qui sont de plus en plus complexes, et également le quantique ou les calculs de haut potentiel, où là vraiment on peut aller casser des mots de passe même ultra complexes. Et enfin, en termes de coûts, donc nous en l'occurrence, on a choisi de développer une plateforme interopérable, vraiment en mode plug and play, et donc qui permet aussi de faciliter le travail des équipes et donc de réduire considérablement les coûts de déploiement. Vraiment, ça marche plus. Bon. Attends. Voilà. C'est un peu moche, mais au moins on voit les slides. Non, c'est bon. On va peut-être remettre en mode utilisateur. Bon, quelques cas d'usage, j'en ai déjà cité un avec la plateforme de prise de rendez-vous médicaux. Autre exemple où aujourd'hui on n'est pas du tout compliant, les laboratoires d'analyse médicale. Je ne sais pas si récemment vous avez eu à faire des examens, mais c'est absolument catastrophique en termes de compliance. Je ne sais pas s'il y a des labos dans la salle. Désolée. Voilà. En termes d'unification, c'est vraiment intéressant le cas d'usage dans le domaine de la santé, parce qu'on a souvent des profils d'utilisateurs qui sont extrêmement diversifiés. Ça peut être des populations en situation de handicap, des personnes qui souffrent d'électronisme. Et donc là, on a aussi une problématique vraiment, un besoin d'unifier et de proposer des solutions extrêmement simples, extrêmement faciles à utiliser,
qui vont vraiment réduire la friction au moment de l'authentification. Donc, il est important de voir que toutes ces organisations différentes nécessitent un déploiement. Et pour éviter un coût de déploiement énorme, il faut le penser en amont. Il faut identifier ses risques, il faut savoir exactement là où on veut porter sa sécurité. Donc, c'est cette approche amont qui permettra après, derrière, de déployer au mieux les solutions ou la solution qui garantira la sécurité. Donc ça, c'est très, très important pour éviter de faire un Big Bang. L'enjeu du Zero Trust, ce n'est pas de faire du Big Bang, c'est vraiment d'adapter sa sécurité. Le sujet de la localisation des données, donc on a choisi un petit focus sur le domaine de la santé parce que ce sont des données extrêmement sensibles. Alors nous, on a fait le choix de tout héberger en Europe et particulièrement en France. Donc on travaille beaucoup avec OVH. C'est mieux. Et également avec un autre partenaire chez lequel on fait de la redondance. Et donc c'est vraiment important parce que ça, j'enchaîne avec le prochain point qui est le sujet en fait des garanties et conditions de service client, de disponibilité, le SLA que votre partenaire va être en mesure de vous proposer. Et évidemment, c'est également trivial en fait quand on choisit sa solution. Bon, je ne sais pas s'il nous reste beaucoup de temps, mais on aura l'occasion de se revoir sur notre stand des 12. Mais retenez qu'effectivement, la philosophie, c'est de jamais faire confiance, donc multiplier les sources et les moyens d'authentification, les adapter à ces données sensibles et à ces applications en fonction de ces risques, donc maîtriser sa cartographie, ça c'est fondamental, et faire un déploiement qui soit vraiment adapté à son besoin. Voilà, donc on est au stand D12. C'est pas très compliqué. Quand la conf est terminée, vous prenez l'allée qui est là et c'est 2-3 stands après. Voilà, on vous accueillera avec plaisir. On organise une présentation également sur le stand de Capgemini à 14h30, une présentation démo de notre solution. Et puis voilà, on sera ravis de vous présenter. De répondre à vos questions, vous présenter Quorum Securnum, qui est une association de plusieurs entreprises, une soixantaine d'entreprises, TPE, PME, sur les sujets de la sécurité. On n'est jamais plus fort à plusieurs que tout seul, donc c'est notre mantra. Donc venez nous voir. Merci.